Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de différents petits sujets. Alors je ferai ma vidéo spéciale comparative Xbox One, Xbox Series comme on m'a demandé, certains m'ont demandé, comme j'avais fait pour la PS4, PS5, je la ferai un peu plus tard. Mais là je voulais parler de différents petits sujets, en particulier des sujets qui sont revenus dans les commentaires, parce qu'on parle beaucoup de FPS, en particulier de 120 FPS, et il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit oui mais ça sert à rien, les télévisions qui font du 120 FPS, enfin du 120 Hz, il n'y en a quand même pas des masses. On vise le 120 FPS comme par exemple le jeu Ori, et à quoi ça sert? Eh bien vous allez voir que pour moi ça sert quand même de parler de 120 FPS. Je vais également revenir aussi sur un commentaire que j'ai eu particulièrement, assez acidulé, je dois le dire. Alors, je suis pas sûr que ce soit un abonné, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un abonné, mais c'est pas grave, il était acidulé, mais il y avait quand même dedans quelque chose de très intéressant, parce qu'on se focalise beaucoup sur les machines et on oublie l'élément principal, j'en parlerai dans ma vidéo. Je vais également parler, bien entendu, encore de... Alors pas de la conf, mais encore de la stratégie, on va dire un petit bout sur la stratégie Xbox, et en comparaison la stratégie PS5, parce que Sony, pour moi, devrait faire quelque chose. Ils ne le font pas, je suis assez surpris. Et pour la Xbox Series X, je n'aimerais pas qu'elle tombe, on va dire, dans un cercle vicieux. Je vais en parler dans cette vidéo. À tout de suite. Alors le 120 FPS, tout le monde en parle, enfin on en parle beaucoup, on l'a dit pendant un moment, vous vous rappelez au début de l'arrivée de la Next Gen, on disait oui ça va être des consoles qui vont faire du 4K 120 FPS. Bon, on a un petit peu diminué les prétentions on va dire, même si la Xbox Series X potentiellement peut le faire, la PS5 pourra peut-être mais sur que quelques jeux et encore en mode particulier. Mais on m'a dit oui mais c'est pas très utile parce que finalement les télévisions 120 Hz, il n'y en a pas des masses et ça c'est tout à fait vrai. Sauf que pour moi, c'est quand même utile de parler de FPS, alors sous certaines conditions bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut connaître les conditions sous lesquelles on en parle. 4K bien sûr, je parle toujours en 4K, est-ce qu'il y a du ray tracing, est-ce qu'il n'y a pas de ray tracing, voilà, tous les effets qu'on leur rajoute ou pas, etc. Mais ceci dit, pourquoi parler de 120 FPS? Parce que si vous avez une console qui fait du 4K 120 FPS, que vous faites un jeu en par exemple 60 FPS, eh bien ça veut dire qu'il y a 2 fois moins d'images par seconde, donc 2 fois moins de calculs par seconde, de la part du GPU de la console. Et ça permet quoi? Ça permet de mettre 2 fois plus finalement d'éléments de calcul par image. Et oui, c'est ça l'important. C'est-à-dire si vous avez une console qui fait du 4K 120 FPS, imaginez qu'elle fait par exemple du ray tracing à 120 FPS, ce que je crois qu'aucune console ne fera. Eh bien, si on passe à 60 FPS, on pourra faire un ray tracing 2 fois plus puissant, ou mettre 2 fois plus d'ennemis, ou 2 fois plus d'éléments, on va dire, de calcul d'éléments lumineux ou divers. Et ça c'est assez important. Si on passe à 30 FPS, parce que par exemple on va être dans un jeu plutôt RPG et on n'est pas forcé d'être à 60 FPS, par exemple un Assassin's Creed, on peut parler de ça, eh bien ça permet de mettre 4 fois plus d'éléments en passant de 120 FPS à 30 FPS. Et oui, parce qu'il y a 4 fois moins d'images, donc 4 fois plus de possibilités de calcul pour le GPU. Voilà, donc le 120 FPS, si c'est utile parce que plus vous pouvez faire, mieux c'est finalement. Celui qui peut le plus peut le moins, et l'inverse n'est pas forcément vrai. Voilà, donc je tenais à faire cette précision parce que oui, ça revient souvent et on me dit oui mais arrêtez de parler de 120 FPS, s'il faut en parler quand même pour voir la puissance, on va dire brute, la puissance, la capacité, on va dire, des consoles, ce qu'elles peuvent faire, et après, en fonction de ce qu'elles peuvent faire, elles feront mieux avec moins d'images par seconde. Je vais reparler aussi de la remarque très intelligente, même si c'était enrobé, on va dire, d'un commentaire assez acidulé d'un abonné, non, je pense pas, mais bref. Il m'a dit, oui, ton comparatif PS4, PS5 est assez approximatif, et en particulier, ça dépend de beaucoup de choses, dont en particulier les développeurs. C'est-à-dire que si on a un développeur feignant d'un côté, un développeur génial de l'autre, et vraiment investi, ça fera toute la différence. Alors, je voudrais préciser que mon comparatif PS4, PS5, comme celui qui viendra Xbox One Series X, c'est basé sur le même jeu, donc le même développeur dans les deux cas. Il n'y aura pas plus d'efforts de fait de l'un, enfin sur la PS4 que sur la PS5. C'est logique. Donc ça veut dire que la base qui nous intéresse, c'est le différentiel. Soit on a un développeur qui est feignant dans les deux cas, soit un développeur génial dans les deux cas, mais c'est le différentiel qui nous intéresse. Par contre, il a tout à fait raison. Il a raison dans le sens où, effectivement, on parle beaucoup de GPU, on parle beaucoup de puissance de console, on oublie totalement l'élément principal,
celui qui va, grosso modo, orchestrer la machine, hein, celui qui va la sublimer, c'est un peu comme un musicien en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que si jamais moi j'ai un Stradivarius dans les mains, un violon Stradivarius dans les mains à 1 million d'euros, bah, je vais rien en faire, hein, parce que je sais pas jouer de violon. Je vais sortir 3 notes, ça va être des couacs, et puis voilà. Et à côté, vous mettez, on va dire, un violoniste de génie avec un violon qui ne coûte que 500 euros, et ben lui, il va commencer à faire des merveilles. C'est tout. C'est-à-dire que, alors effectivement, s'il prend le Stradivarius, ce sera d'autant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on parle beaucoup de l'instrument, on oublie surtout les musiciens là-dedans. Ce sont eux qui subliment l'instrument et pas l'inverse. Et en l'occurrence, ce sont les développeurs. Si vous avez une série de développeurs assez géniaux qui vont faire des miracles, ils peuvent faire des miracles sur des petites machines. Je vais vous prendre le cas tout simple de John Carmack, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. John Carmack, je vous rappelle, c'est l'un des fondateurs de ID Software, c'était le programmeur de génie au cœur de l'équipe, petite équipe de 6-7 personnes de ID Software lorsqu'ils ont fait Wolfenstein 3D et en particulier Doom. Et John Carmack, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est débrouillé pour faire le vrai premier FPS sur ordinateur, computer personnel, hein, donc IBM ou équivalent à l'époque, hein, sur un 486 D266 d'Intel. Il n'y avait pas de GPU, je vous rappelle, 4 mégas de RAM, et oui, 4 mégas de RAM, c'est-à-dire 4000 fois moins de RAM que sur la PS5 ou sur la série X, avec un processeur donc, qui tournait à peu près, on l'estime à 50 millions de flops, c'est-à-dire 200 000 fois moins puissant que celui de la PS5, encore moins que celui de la série X, et avec ça, il a fait quand même le premier vrai FPS, on va dire, Doom en particulier. Alors certes, c'était du VGA, c'était du 320 sur 200 pixels, donc c'était sûrement pas du 4K. Bon, les couleurs, effectivement, c'était pas une grande palette de couleurs, je vous en passe, hein, etc. Ça faisait quand même, pour aller en 4K, que 130 fois en termes de gaps. Alors évidemment, on peut pas comparer, parce qu'il y a plein d'effets lumineux, le ray tracing, plein d'autres choses, bien entendu. Mais on passe quand même de... je veux dire, il a rentré un jeu comme ça sur 4 mégaoctets de RAM, en sachant qu'il y avait le système d'exploitation dessus quand même. Hein. Donc, je veux dire, John Carmack, il a fait des prouesses, hein, parce que pour faire ça, il a fait beaucoup de choses. Il a fait le raycasting et il a fait aussi des calculs assez spéciaux. Par exemple, il a inventé des systèmes de calcul, au lieu de faire des racines carrées complexes et inverses, en quelques lignes de code, il a réussi à faire une approximation qui, au visuel pour les jeux, était parfaite, et donc ça prenait 4 fois moins de temps que la racine carrée classique. Vous voyez, il a fait plein de choses comme ça, ou vraiment mathématiques. Il a optimisé le code, il a fait un assembleur pour une partie, vous voyez, il est allé au fond du processeur. C'était donc pas, on va dire, un développeur feignant, loin de là. Et on a aujourd'hui des développeurs de génie, hein. Faut pas croire que voilà, l'ancien temps c'est toujours mieux. Non, je dis pas du tout ça, il y a des développeurs de génie aujourd'hui. Et donc ils vont exploiter les machines à fond. On le voit d'ailleurs sur la PS4, par exemple, moi j'ai joué à Ghost of Tsushima aujourd'hui, hein, actuellement, hein, et c'est sublime. Voilà, moi je trouve que la PS4 Pro en l'occurrence, parce que je joue sur PS4 Pro, mais elle est sublimée par ce jeu, voilà. Il est magnifique ce jeu, Last of Us 2, visuellement parlant, après on peut parler du fond, mais visuellement parlant, il est sublime aussi. Bon, avant il y avait bien sûr God of War et d'autres jeux, bref, on voit que quand les équipes de développeurs s'investissent et font les efforts, on peut obtenir vraiment des choses magnifiques. Et donc, oui, je suis d'accord avec ce commentaire qui dit que effectivement, il faut des développeurs derrière les machines, c'est l'élément principal au-delà du GPU, du CPU et de la RAM et de tout ce que vous voulez. Pour revenir maintenant à la communication Xbox, je suis un peu troublé. J'ai des abonnés, ce coup-ci c'est des abonnés qui m'ont dit, regarde, ils ont mis en ligne du nouvel gameplay, on va dire, de Halo et surtout de The Medium, le jeu qui m'a hypé quand même, qui était très intéressant. Effectivement, je suis allé voir, en particulier The Medium, effectivement, c'est très intéressant. Alors, c'est un type de jeu particulier, ça plaira pas à tout le monde, mais on voit quand même de la technique derrière, on voit quand même du gameplay. Et je me dis, je comprends pas, là, 2 jours après la conférence, ou 3 jours après, ils mettent du gameplay, qu'ils n'ont pas mis dans la conférence. Alors là, moi, si vous comprenez quelque chose, moi, personnellement, parce que normalement, il y a des conseillers autour de Phil Spencer qui sont très bien payés, des experts en com, des experts en marketing stratégique et je en passe, qui sont très bien payés, hein. Je comprends pas. Moi, personnellement, je comprends pas. Alors, est-ce que le gameplay n'était pas prêt? J'ai quand même quelques doutes qu'en 3 jours, d'un seul coup, l'équipe qui fait The Medium ait sorti le gameplay. Non, je pense qu'il était prêt. Pourquoi ils l'ont pas mis dans la conférence? Est-ce qu'ils avaient fait la conférence avant et qu'ils n'avaient pas envie de la reprendre? Enfin, c'est aberrant, quoi. Moi, j'aurais repoussé d'une semaine ou deux la conférence s'il fallait. J'aurais dit coronavirus et puis voilà. Et puis j'aurais fait la conférence plus tard avec du gameplay en plus. Là, j'avoue que je ne comprends pas cette stratégie. Je sais pas si vous la comprenez, mais moi, personnellement, pas du tout. C'est un peu se tirer une balle dans le pied, hein, comme on dit.
côté PS5, ben, j'en profiterai. Alors, faut pas me sauter dessus en tant qu'on va dire Xbox fan, hein, mais c'est vrai, il faut réfléchir. Je dirais, là, Sony, ils ont un petit peu, on va dire, un avantage pour l'instant, hein, ça ne durera peut-être pas d'ailleurs. Ils restent dans le silence, parce qu'on dit que le silence c'est d'or et que la parole est d'argent, certes, mais il faudrait pas trop rester dans le silence quand même. Au contraire, il faudra en profiter, comme on dit, pour achever l'adversaire. Alors c'est une métaphore, hein, ne me sautez pas dessus, les gens d'Xbox, c'est juste pour dire, voilà, ils ont un petit avantage pour l'instant, la Sony. Ben moi j'en profiterai, c'est-à-dire que je sortirai par exemple, pas un gameplay mais une cinématique, par exemple God of War 2, tiens, si je l'avais en main quelques images, vous voyez, juste une image ou deux, et juste après, qu'est-ce que je mettrai? Je mettrai donc ça, et juste après, poum, précommande de la PS5, avec les prix, et on envoie. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui ont dit, bah oui, bah, je vais acheter la PS5, et je suis sûr qu'il y en a une grande partie qui le ferait tout de suite, qui précommanderait. Et ça, ce serait un élément stratégique intéressant, c'est-à-dire que s'il faisait ça cette semaine, eh ben, il pourrait prendre un petit peu l'avantage. Parce que vous savez, à trop attendre, Sony, bah, il peut y avoir aussi, ils peuvent se prendre les pieds dans le tapis, on ne sait jamais, hein. Il peut y avoir un problème divers ou varié, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et donc quand on a un avantage, il faut toujours en profiter. On verra ce qu'ils vont faire, hein, Sony, est-ce qu'ils vont faire une communication, qu'est-ce qu'ils vont faire comme communication? Je pense qu'ils affûtent leurs armes, là, en vue de ce qu'ils ont vu avec la conférence de Microsoft. Microsoft, bien sûr, va réagir, je pense, aussi. Et donc pour finir, ben, je voudrais pas que la Xbox Series X tombe dans un cercle vicieux. Je m'explique, parce que la PS5 pour moi elle est pour l'instant dans un cercle vertueux et la Xbox Series X ben, elle risque d'être dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que la PS5 grosso modo, Jim Ryan il a dit, alors il y a un peu de flou là-dedans, hein, parce qu'il y a eu des nouveautés là-dessus, mais il a dit, en tout cas ça c'est sûr, les AAA, on va dire exclus, donc bah, par exemple le futur Horizon, il va sortir uniquement sur PS5. Donc ils sont clairs là-dessus. Ils ont en plus, on va dire, bah, l'avantage des communications un peu ratées de Microsoft. Grosso modo, ils estiment qu'ils vont vendre 10 millions de consoles dans les 6 mois, dans les 6 mois de démarrage. Donc ça va vraiment lancer la machine. De plus, s'il y a des exclus, bah, les gens vont acheter la PS5, voilà, parce que c'est comme ça, et puis ils vont un peu oublier la PS4. Côté Xbox, c'est un peu plus problématique, puisqu'on sait que la plupart des jeux tourneront également sur Xbox One et sur PC. Et donc, ben voilà, à vouloir jouer ça, la Xbox Series X, pourquoi on la prendrait? C'est-à-dire que ceux qui ont une Xbox One X en particulier, ils se disent, mais non, moi je ne vais pas la prendre, puisque j'ai le Game Pass, et je vais jouer à peu près à toutes les nouveautés qui vont sortir dessus. Et ça risque de faire que la console, la Xbox Series X, ne démarre pas très fort. Imaginez le pire, qu'elle ne soit vendue qu'à 1 ou 2 millions d'exemplaires sur les 6 mois. On peut imaginer. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les développeurs, ben, est-ce qu'ils auraient vraiment envie de développer exclusivement pour cette console? Même les développeurs spécifiques à Microsoft. S'ils n'ont pas d'ordre de le faire, bien entendu. Parce qu'ils vont regarder, ils vont dire s'il y a 1 million de consoles Series X dans le monde, moi je vais peut-être vendre 200 ou 300 000 copies de mon jeu, et c'est tout. Si jamais je le fais également pour la Xbox One X et PC, sur 50 millions de consoles Xbox One quand même, j'ai de chance de le vendre 2 ou 3 millions de copies de mon jeu. C'est quand même pas pareil. Et oui, il y a la rentabilité pour les studios aussi. Hein. Donc je sais pas comment va faire Microsoft avec ça, hein. Peut-être qu'ils vont financer, etc. J'ai vu quand même qu'ils revenaient un peu en arrière, c'est-à-dire qu'il y a certaines exclus qui vont vraiment sortir que sur Xbox Series X. Alors, le Blade 2 par exemple est déclaré que sur Xbox Series X, et PC, mais pas sur One. Il y a plusieurs jeux qui ne sont pas déclarés sur One en particulier, ce qui rend un peu plus intéressant la série X en particulier. Donc on va voir comment va, dans les semaines à venir, comment tout ça va tourner. Est-ce qu'il y aura beaucoup de jeux qui vont finalement revenir sur la Xbox Series X, parce que je pense que c'est une forte demande hein, quand même de la communauté, ou est-ce que ça va rester sur One? Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez que ça reste sur One ou est-ce que vous voulez vraiment une séparation maintenant comme il y a sur PS5, c'est-à-dire les grosses nouveautés comme Hellblade 2 par exemple, mais pas que, eh ben, ça sortira uniquement sur Series X. J'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.